Je vais vous raconter, donc je suis Laurence Denigy, j'écris quelques ouvrages historiques et nouvelles, et je me suis interrogée à un moment donné pourquoi c'était toujours les mêmes noms d'artistes. Je m'intéresse à l'art, entre autres, et on cite toujours les mêmes noms, depuis le 18e, 19e et 20e siècle. Et j'ai commencé à faire une recherche sur ces femmes, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'oubliés. Je vous expliquerai très rapidement l'historique des femmes dans l'art, pourquoi elles ont été occultées, pourquoi on les trouve pourquoi elles n'ont pas été retenues par l'histoire de l'art. Et comment j'ai rencontré Nivelle? Justement, quand j'avais écrit un livre, le premier c'était Féminin en art majeur, et lors d'une rencontre littéraire avec un éditeur que nous avons en commun, et bien vous étiez là, donc toi Nivelle et Frédéric, et vous êtes intervenus et vous avez commencé à parler de l'école de Nice. Donc mon bouquin était déjà sorti depuis pas très longtemps, et puis donc, je me demande, mais qui est-elle? C'est Nivelle, c'est l'école de Nice. Comment Nivelle? Et ça illustrait tout à fait donc, le fait qu'elle n'était pas connue, et comme dans le reportage c'est bien indiqué, donc à Nice, l'art contemporain on a maintenant à sa place, c'est une longue histoire pour être reconnue. Et donc je suis allée te voir, tu t'en souviens, je t'ai contacté, je me suis même excusée que tu ne sois pas dans mon livre, donc du coup j'ai ressorti. Et donc du coup j'ai ressorti dans les grands oubliés là où tu as ta place, où tu liais, et donc tu as pu on parle un peu plus en détail de ta vie. Donc pourquoi les femmes ont été occultées de l'histoire de l'art? Parce que tout simplement elles faisaient au départ, elles n'avaient pas leur place, que leur place était de faire des enfants, c'était pas elles recevaient très peu d'éducation, le strict minimum, mais il y a toujours eu des femmes artistes. Au tout début, donc, au Moyen-Âge, elles n'avaient pas le droit de signer leurs œuvres, elles n'avaient pas le droit d'avoir un atelier, elles n'avaient pas le droit, bien sûr, d'aller dans les fameuses guildes, qui étaient les toutes premières institutions, on va dire, les prémices des premières académies des arts. Et souvent, c'était des filles d'artistes qui donc, recevaient l'enseignement de leur père. Et pourtant, il y en a eu beaucoup, elles étaient surtout des enlumineuses, dans le sens où elles étaient enluminures, de la broderie, donc là, au Moyen-Âge. À la Renaissance, elles ont pu un petit peu plus s'exprimer, notamment donc, en Italie. Donc, je pense à Artilia Gentileschi, à Henri Sola, qui ne signaient pas leurs œuvres quand elles se sont mariées. Les premières académiciennes, je vais assez vite, parce que bon, sinon on a trouvé une heure et demie. Les premières académiciennes ont pu rentrer dans l'Académie des Beaux-Arts, mais ne suivaient pas les mêmes cours que les hommes. Elles étaient limitées en genre, des portraits, des natures mortes, des petits formats. Les hommes, ils avaient le droit au grand format. Tout simplement, pourquoi on ne leur donnait pas la place à ces femmes-là? Parce que le génie, l'inspiration ne pouvait être que d'ordre divin, donc du masculin. Donc les femmes ne pouvaient pas créer, ne pouvaient pas avoir d'idée, d'inspiration. À la Renaissance, on change le mot artiste, n'est plus le même que celui du Moyen-Âge, c'était vraiment des artisans. Là, il y avait un côté créatif, et que les femmes ne pouvaient pas avoir, donc, parce que c'était les hommes qui écrivaient l'art. L'Académie des Beaux-Arts décidait qui était artiste, comment ils devaient peindre et qu'est-ce qu'ils devaient peindre. C'était aussi un lieu de propagande pour les artistes, parce que c'était la gloire du souverain de l'époque. Et donc tout ce cheminement fait que dans les critiques d'art, les premiers catalogues qui ont existé, quand il y a eu les premiers salons qui ont été créés sous l'influence de Louis XIV, eh bien, il y avait très très peu de femmes. Il n'y a eu que 15 académiciennes. Les académiciennes ne pouvaient pas concourir au fameux prix de Rome, qui était un prix prestigieux qui permettait d'aller peaufiner leur enseignement à la Villa Médicis, en Italie. Et donc tout cela, en limitant en genre, limitant en nombre, eh bien, elles ne pouvaient pas être connues. Et souvent, pour rentrer dans l'Académie des Beaux-Arts, il fallait avoir un mécène. Alors c'était la reine Marie-Antoinette pour Isabelle Pie de Brun, Adélaïde Lally, c'était son mari était académicien. Donc c'était très très compliqué pour ces femmes-là de vivre de leur art, de pouvoir peindre, de pouvoir signer. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours, mais encore plus. Elles n'avaient pas de, donc, comme je disais, c'était donc pas de nu, pas de portrait de pied, c'est toujours ça s'arrêtait là, donc des autoportraits. Donc c'est pour ça qu'il y avait presque un art au féminin, parce que c'était les mêmes genres. Il y a toujours des peintures qui n'étaient pas dans les arts majeurs, mais plutôt dans les arts mineurs. L'art comme support de l'œuvre, avec les arts conceptuels. Et donc, du coup, il y a vraiment l'art, le corps de la femme est devenu une œuvre d'art à part entière. Dans les années 70, c'est les mouvements. Je vais assez vite pour tous intervenir. Pour expliquer un petit peu tout cela jusqu'à aujourd'hui, ou même encore, bien voilà, donc comme tu vois, aujourd'hui, quand je t'ai rencontré, eh bien,
c'est la seule femme sur 27, ça a été assez compliqué, même encore aujourd'hui pour te faire reconnaître. Je suis un mec. Je ne sais pas, je peux demander. Même, et aussi, il n'y a pas que la reconnaissance, c'est pas uniquement signer les œuvres, c'est pas uniquement avoir un atelier, c'est pas uniquement accéder au prix de Rome, c'est également la cotation aujourd'hui. Quand on regarde les prix, enfin, comme les prix du œuvre d'art aujourd'hui, eh bien, dans chaque mouvement artistique, il y a toujours une à deux femmes, et ce depuis toujours, mais le prix de leurs œuvres aujourd'hui, il est toujours sous-évalué. Et donc, ils n'ont pas du tout de reconnaissance à ce niveau-là. Et je voulais dire quelque chose que j'ai oublié. Oui, alors, par exemple, un exemple flagrant, au musée du Louvre, il y a à peu près 5000 œuvres. Vous savez combien d'œuvres de femmes artistes? Il y en a 42. 42 sur plus de 5000 œuvres. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est vrai. En tout cas, elles ne sont pas toutes, mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'aujourd'hui, depuis le mouvement Balance ton port, etc., depuis aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées comme conservatrices de musées depuis les années 2000, il y a de plus en plus d'expos qui sont dédiés qu'aux femmes. Il y a eu un changement à ce niveau-là, il y a eu un changement au niveau on met plus les femmes à l'honneur, mais toujours dans des petites galeries, dans des expositions, et pas forcément dans les grands musées. Il y a encore énormément de travail à faire, même s'il y a une déprogrammation grâce au mouvement Balance ton port, mais ça reste encore il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et les musées, comme pareil, il y a une rétrospective. Il faut attendre pour une femme avoir une rétrospective à 70 ans, 90 ans, pour être reconnue même après son décès, pour avoir une reconnaissance en tant qu'artiste. Alors les hommes, ils ont souvent de leur vivant. Voilà, donc j'ai extrêmement balayé, extrêmement vite. Donc les femmes dans l'art, ça reste assez succinct. Et donc je passe la parole à notre ami. Il faudra lire le livre de Laurence. Attendez, je crois qu'il y a une petite question. Excusez-moi. Oui, C'est j'ai bien écouté, j'ai été très attentive. Et je voudrais savoir quelle était ta relation avec tous ces bonhommes, quoi, parce que tu étais la seule. Parce que en ce moment, ils cassent les têtes, quoi. C'est le genre. C'est ça, c'est surprenant. Pourquoi? Le fait que tu aies été toute seule au milieu de tous ces gars, comment ils t'appréciaient? Comment ils t'appréciaient Quand tu étais parmi tous ces hommes de l'école de Nice, comment tu étais Vous m'appréciez, moi, qu'elle était jolie. Elle était l'assistante de Il y avait César. tout le monde, Il voulait la compresser. Non, mais je me suis démerdée toute seule. Ils te mettaient Mon travail a fait aussi. Ils te mettaient pas de bâton dans les roues. Faut parler fort. Ils te mettaient pas de bâton La dans les remise roues. trop, c'est bon. pas des bâtons dans les roues. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Encore mal, ça continue. Si on peut me saper, c'est tous les jours. D'ailleurs, quand c'est quelque chose. Alors, moi, Yves Marie Lequin, aumônier des artistes. tout à l'heure, je j'envoie un petit message à un ami, je lui dis, je vais dire un petit mot sur... on va parler de l'école de Nice, il me dit que c'est une escroquerie, et puis voilà. Alors, c'est pour dire que le débat est encore assez vif. Moi, ce qui m'intéresse dans le travail de Nivès, parce que c'est elle qui est concernée, pour reprendre un peu ce que j'ai vu, qui m'a beaucoup marqué du livre que m'a donné, dédicacé et bien recommandé Cory Sarmon. Donc c'est ce que dit Armand. Tout d'abord, vous avez remarqué au début du film de Pierre Marchou, il y a Ben qui intervient. D'abord, je voudrais qu'on ait une pensée pour Pierre Marchou, parce que c'est un homme très malade, fatigué, que j'aime beaucoup, nous aimons beaucoup. Vous avez remarqué qu'au début du film de Pierre Marchou, il y a Ben qui intervient et qui dit plusieurs fois, il parle d'école. C'est indiscutable, c'est indiscutable, c'est indiscutable. Non, c'est pas indiscutable. Si quelque chose est vivant, c'est que justement on peut en discuter, c'est pas mort. L'école de Nice n'est pas morte.
Elle est peut-être close dans le nombre de ceux qui la composent, mais elle n'est pas morte. Et puis, elle continue de vivre dans les œuvres, j'espère en tout cas. Donc, il y a de quoi discuter. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. C'est de quoi discuter, c'est qu'il n'y a pas de quelque chose qui est indiscutable, ce n'est pas dogmatique, pas des dogmes. J'en ai assez dans mon église pour en trouver chez les autres. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Second point, j'aime beaucoup ce que dit Armand de l'école de Nice, parce que je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté chez lui qui me plaît. Tu peux le en témoigner. Et lorsqu'il dit l'école de Nice est davantage un montage opportuniste qu'un fait culturel. Remarquez bien qu'Armand ne dit pas que ce n'est pas un fait culturel, mais il parle du montage opportuniste, il en parle d'ailleurs dans le film, il n'est pas le seul d'ailleurs, pour dire il y avait ces artistes qui étaient là, nous, on avait avancé, on avait fait notre carrière ailleurs qu'à Nice, et en étant à Nice, vous y revenez, ça apparaît dans le film de Pierre Marchou, il y avait tous ces artistes qui étaient là, et qui au fond ont profité de cet élan, pour eux-mêmes arriver aussi à produire, à rentrer dans les réseaux, parce qu'aujourd'hui on n'avait pas Internet à l'époque, il fallait entrer dans les réseaux des marchands, entrer dans les réseaux des galeries, entrer dans les réseaux des collectionneurs, et ils ont permis à beaucoup de monde, non seulement de connaître ces réseaux, et de travailler. Et parfois de travailler comme praticien ou praticienne, tu en sais quelque chose d'Yves, hein? Tu as travaillé pour quelques-uns d'entre eux, pour César, pour Sosno, pour plein de gens, voilà. Donc, voilà, et ça, c'est un élément qui paraît intéressant. L'autre chose, je voudrais dire, c'est un témoignage. Vous avez, dans l'exposition, je trouve vraiment remarquable et qui profite bien du lieu de cette médiathèque, je trouve magnifique, vous avez cette chasuble que, Nives, tu as faite à l'occasion d'une messe des artistes. Il y a toute une histoire pour cette chasuble. D'abord, le fait de la faire, tu es rentré dans ce travail-là, cette réflexion, qui était une réflexion. Tu t'es fait aider, évidemment, c'est un travail qui t'a pris beaucoup d'heures, y compris la nuit, il a fallu travailler d'arrache-pied, c'est un travail de petites mains, vraiment comme dans le sens des couturiers, vous savez, c'est vraiment un travail de haute couture que tu as fait. Et moi, ce que je trouve remarquable dans ce travail, Nives, c'est que tu vois, un artiste, on peut le situer par rapport à une école, par rapport à un mouvement, on peut le situer là ici, la part féminine de l'école de Nice, tout ça, je ne conteste pas, c'est juste, il faut situer un artiste. Moi, ce que j'aime chez toi, Nives, c'est qu'on peut te situer simplement comme artiste. Voilà, je dirais au-delà des mouvements. Par exemple, lorsque venait dit, moi je ne me reconnais pas tellement chez les autres de l'école de Nice, parce que je travaille plutôt la matière, hein, moi c'est pas la fonction de l'objet qui m'intéresse, mais qu'importe, il y a quelque chose comme ça. Mais au fond, ce qui m'intéresse chez Venet, c'est qu'il se présente comme artiste. Tu vois. Et lorsque tu as fait cette chasuble, et que j'ai vu la chasuble, dans sa réalisation, mais c'est une chose de la vendre et l'autre chose de la porter. Voilà, là tu le sais. Et de la porter à la messe, de voir comment dans ses plis, dans la manière dont elle, je dirais, elle passe, au fond, quel que soit celui qui la porte, je l'ai portée, d'autres l'ont portée, elle fonctionne tout aussi bien. Donc la manière dont on la porte, tout ça fait que tout d'un coup, la chasuble fonctionne dans l'espace. Donc c'est pas simplement, je dirais, un objet en tant que tel qu'on va faire une chasuble, elle sera jolie, c'est pas ça. C'est qu'elle occupe, elle correspond à la fonction qu'on va lui demander, et surtout à cette messe particulière qu'est la messe des artistes, qui a des temps d'obscurité, du coup, les lettres que tu as mis trouvent une fonction absolument extraordinaire. Donc, c'est un bel objet, elle est belle, on va le dire, hein, elle est belle, elle est intelligente, elle est pensée, et elle est surtout pensée pour un lieu, pour un public. C'est très important dans l'école de Nice, le public, on le voit à un moment, d'ailleurs, un mec qui dit « et maintenant la balle est dans votre camp », et de fait... D'ailleurs, la toute première fois, les gens ont applaudi très tôt. Oui, tout à fait, exactement, tout à fait. Il y avait 1000 personnes. Ah oui, tout à fait, voilà. Donc c'est vraiment, voilà ce qui me plaît, et c'est pour ça que j'aime cette exposition ici à Antibes. Je ne crois pas qu'il y ait d'ailleurs, l'école de Nice est beaucoup exportée, voilà, au moins ici à Antibes, je crois pas, je pense que c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois, oui. Il y a eu quand même, il y a eu quelques photos de Frédéric, mais c'est la première fois qu'on a une artiste de l'école de Nice ici, présence artistique de l'école de Nice. Donc, moi, voilà, ce qui me plaît, c'est Nives artiste. Et vous voyez, je voyais ce qui s'est passé avec Berthe Morisot, il y a eu une exposition à Orsay là, pendant cet été. Berthe Morisot, elle était présente dès le premier salon impressionniste. Vous savez qu'il y a eu des opposants, y compris des impressionnistes qui étaient opposants. Mais au fond, ce qui a été sa force, et ce qui fait qu'elle a participé presque à tous les salons impressionnistes, sauf un, mais pour une raison indépendante de sa volonté, c'était qu'elle était reconnue comme artiste. Voilà. Et je trouve que le drame, au fond, tu en parlais tout à l'heure, Laurence, de la place de la femme, en général, pas seulement artiste, mais en général,
c'est qu'au fond, ça finit par masquer l'activité vraie artistique. C'est-à-dire qu'on avait de vrais artistes. Enfin, quand je dis de vrais artistes, ça veut dire un véritable artiste, mais des artistes en tous les cas, qui pouvaient être reconnus comme tels. Et donc, ça, c'est un drame. Bon, on évoque évidemment le cas classique de Camille Claudel, praticienne de Rodin, etc. Mais il y en a d'autres, et pas qu'elle. Hein. Mais je veux dire, c'est vraiment, moi ce qui me plaît chez Duvez, voilà, c'est la part féminine de l'école de Nice, tous ces termes-là sont importants, mais c'est surtout à l'occasion de cette exposition, dans ces objets que vous voyez, tout ce qu'elle a mis dans l'espace public, on a vu plusieurs fois ces grilles qui sont là à tête carrée. Sosmo n'était pas d'ailleurs tout à fait d'accord, il a fallu combattre, hein, voilà, vous les enlevez, donc il y a, voilà, tant mieux qu'elles y soient, mais on ne peut plus les enlever pour le coup, hein, parce qu'il y a un droit de l'objet d'art qui fait qu'on ne peut plus les enlever, heureusement qu'on a ce droit-là. Donc voilà, et moi c'est la rencontre, pas pour moi, d'abord, tout le reste c'est important, mais pas d'abord, vous voyez, d'une artiste de l'école de Nice, mais d'une artiste. Je dirais d'une artiste au sens de l'artiste en général, parce que je veux dire. Moi j'étais piégée. J'étais piégée pour l'école de Nice. Pierre Estany, qui avait tout à dire, a dit un jour il faut qu'elle soit dans l'école de Nice. Je n'ai jamais rien demandé et je me retrouve là-dedans comme par hasard. Et la sauce a monté très vite. J'ai exposé à New York, j'ai exposé partout dans le monde en tant qu'artiste de l'école de Nice. Mais sinon, moi, jamais j'ai été pleurée chez qui que ce soit pour être l'artiste de l'école de Nice. Et je sais que ça en fait chier beaucoup le Nice, que je fais partie de cette école. Maintenant c'est classé, c'est dans l'histoire. On ne peut plus m'enlever, c'est comme le paravent. Je suis là, ad vitam aeternam. Et je pense que si ça les emmerde, tant pis pour eux. Moi, j'en ai pour 2 heures. L'art est un langage direct, un moyen de communication extraordinaire, sans frontières. L'art, ce n'est pas un métier, mais une belle aventure. La technique ne doit pas être un obstacle. Mais pour comprendre l'art, il est indispensable de parcourir l'histoire de l'art afin d'éviter les redites et les plagiats. Lorsqu'une œuvre semble en avance sur son époque, c'est simplement que son époque est en retard sur elle, écrit Jean Cocteau. Nous avons la chance de vivre dans une région qui est un vivier, un terreau pour l'art contemporain. Van Gogh avait prophétisé à la fin du XIXe siècle l'avenir de l'art nouveau et dans le midi de la France. En 1960, Yves Klein écrit « Je pense que l'école de Nice est à l'origine de tout ce qui se passe depuis 10 ans en Europe. » Des artistes comme Renoir, Henri Matisse, Pierre Bonnard, Fernand Léger, Nicolas de Staël, Jean Cocteau, Hans Hartung ont semé des graines pour des générations à venir. Ils ont ouvert des fenêtres et des passerelles fraternelles. Ce que je déplore, c'est la misogynie du monde de l'art. Les femmes artistes ne sont pas souvent mises à l'honneur. N'est-ce pas Nivez? N'est-ce pas Laurence? Mais surtout, n'oubliez pas que l'art n'est pas une compétition, mais un jardin d'amour et de liberté. Pour ma part, en tant qu'autodidacte, l'école de Nice fut mon école de vie. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai découvert grâce à l'abbé Lefebvre, fondateur des Petits Chanteurs de la Côte d'Azur, et grâce à cette maniganterie, j'ai parcouru le monde en chantant, du Canada aux États-Unis, en passant par l'Europe, et un jour j'ai découvert dans un musée l'œuvre du douanier Rousseau. Ce fut une fascination, et je n'ai eu de cesse de réaliser un musée d'art naïf pour mettre en évidence les oubliés de l'histoire de l'art. Le musée existe à Nice, mais sans moi, car sans aucun diplôme, sauf 3 premiers prix du Conservatoire de Nice et le prix spécial Pierre Cochereau, je n'ai pas eu le poste de conservateur. Mais heureusement, sur ma route, j'ai eu un merveilleux contact avec Ben, dans son bazar de la rue Conducti d'Escarène à Nice. Et surtout un grand merci à mes mentors, Jacques Lepage, Alexandre de la Salle, France Delville, et le phénoménal Pierre Estany, qui m'intronisa comme commissaire aux comptes de l'école de Nice.
Et ainsi, encore une fois, j'ai parcouru le monde en organisant des expositions au Japon, Corée du Sud, États-Unis, Allemagne, Belgique, Italie. Pendant des décennies, j'ai photographié le monde artistique, environ 150 000 négatifs. Sans omettre une collection de 2700 appareils photo. Et grâce à la photographie, j'ai aussi parcouru le monde. Merci à mes mentors, André Villers, David Douglas Duncan, Lucien Clerc, Rav Gatti et Hans Hartung. Yves Klein a décoché des flèches bleues indélébiles. Le ciel lui appartient. Gustave Mahler a écrit « Un artiste créateur est comme un archer qui tire ses flèches dans le noir, sans jamais savoir si elles toucheront leur but. » Yves Klein a atteint son but avec élégance pour l'éternité. Et depuis ma découverte de l'école de Nice en 1967, ma vie a été enrichie d'amitié avec des artistes inoubliables comme Armand, César, Martial Reyes, Ben, André Verbet et Yves-Marie Lequin. Elle n'est pas belle, la vie? D'ailleurs, Yves-Marie, qui est mon fils, Armand, sa première exposition, c'était où et quand? La première exposition d'Armand, c'était à la galerie tenue par les Dominicains. C'est la galerie des Dominicains du Haut-Pavé, c'est là qu'il a fait sa première exposition personnelle. C'était à Paris. C'était le frère dominicain que j'ai connu. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé avec lui, j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger lorsque j'étais à Paris, au couvent Saint-Jacques, le frère Gilles Vallée, qui a fondé cette galerie. Et vous avez la plupart des grands noms de l'art contemporain, français et autres d'ailleurs, qui ont commencé dans cette galerie, qui a été beaucoup soutenue par quelqu'un comme par exemple Zaouki, etc. Donc vous avez là, je ne vais pas donner la liste des noms, vous pouvez la trouver sur Internet, de très très grands artistes qui ont commencé là, dont Armand. Son exposition, c'était, pour ceux qui connaissent Armand, et ses cachets, vous savez, ces tampons de cachets, voilà, c'est l'exposition qu'il avait faite, et Gilles Vallée s'était engagé là-dessus. On était dans les années 50, très tôt, dans les années, fin des années 50. Et l'inventeur du label École de Nice, c'était qui? Yves Klein et Iris Clerc. Lors de la conférence de Yves Klein à la Sorbonne sur la problématique de l'art. Donc je rends justice à Yves Klein et Iris Clerc. Donc dans le film, il y a un mensonge. Mais je n'irai pas les faire. Mais je voudrais remercier Véronique parce que c'est formidable. Toute son équipe, ils ont fait un travail extraordinaire. Voilà, félicitations. Alors, moi je vois qu'il y a beaucoup d'amis dans le public de l'IBS, il y en a qui ne connaissent pas l'IBS, donc ce serait peut-être bien de connaître un petit peu ton parcours, donc non pas en tant qu'artiste d'école de Nice, mais artiste tout court, hein, donc effectivement, donc tu es croate, tu es arrivé en Belgique avec ta famille jeune, ton père était mineur de fond, ça t'a beaucoup inspiré dans tes œuvres. Hein. D'ailleurs, les grilles ressemblent aux ascenseurs des mineurs, les mineurs remontés. Moi, chaque année à la Sainte-Barbe, j'allais chercher papa donc, à la mine, et tous les mineurs montaient dans cette espèce de grosse cage. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Et ça m'est resté gravé à tout jamais. D'ailleurs, quand j'ai revu un reportage il n'y a pas très longtemps sur la télé, c'est une espèce de cage où, en plus, après, ils mettaient leur fringues et on appelait ça le point dépendu. C'est vrai que c'est assez triste, mais en même temps, c'est peut-être une réaction tout à fait inverse que j'ai eue. J'ai voulu mettre de la couleur, de la vie, parce que mon père c'était quelqu'un de très beau, de très marrant, de vivant. Et s'il s'est retrouvé au fond d'une mine, c'était malgré lui, quoi, parce qu'il a émigré de Croatie et il avait cherché un boulot. Et le seul boulot qu'on lui présenté, c'était ce boulot-là. Sinon, en Croatie, il était chauffeur. Et ma mère, qui était la fille d'un bourgeois, d'un
Méditerranée, plein de vignes, tout ça. Mon grand-père n'a pas voulu de ce mariage, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Belgique. Et moi, par la même occasion, je ne suis pas en Belgique, mais en Croatie. Ensuite. Non, c'était la Yougoslavie. Et ensuite, tu es allé en Italie. Après la Belgique en Italie et après la De toute France. façon, le point où je tenais, c'était italien, c'était pas croate. Et après, c'est devenu croate parce que ça a été annexé par l'Italie au début, puis ça par les Autrichiens, puis ça a été encore abandonné par c'est les Croates qui l'ont construit. C'est une vie très très compliquée que nous avons eue parce qu'en plus, j'étais européenne avant la lettre. J'avais déjà 4 nationalités, italienne, croate, française, belge, puis congo. Et c'est pour ça que moi, l'Europe, ça me plaît bien, parce que j'en fais déjà partie depuis très très longtemps. Et voilà donc. Non, ensuite. 74, c'est toi qui Elle est mieux, Tu es arrivé donc en 74, oui. voilà, et tu t'es inscrite à la Villa Arson. Ah non, en 74, en 73. 73. Je suis arrivée à la Villa Arson. Où tu as rencontré Véronique. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est grâce à notre amie Laurence qui un jour vient faire une conférence ici. Et donc elle présente Nivelles et elle dit mais je la connais. On était ensemble dans la même année, donc à la Villa Arson. Et c'est grâce à cette histoire qu'on se retrouve ce soir ici. Donc à la Villa Arson. Ah mais la Villa Arson, j'étais appris assez rapidement par le directeur m'a demandé si je voulais être l'assistante de César. Donc j'ai dit oui. J'étais beaucoup plus âgée que les autres. J'ai demandé à être élève libre. C'était la première fois qu'on donnait l'occasion à quelqu'un d'être élève libre à la Villa Arson. Et au bout d'un an et demi, je m'ennuyais terriblement parce qu'on n'apprenait rien du tout. Moi, où on a des idées et on apprend la technique, mais sinon, on ne vous donnera jamais des idées. Et puis, César devenait un peu trop invasif. Et je ne me suis pas laissé faire, je suis partie, je l'ai abandonné à son triste sort. Et très très vite, j'ai commencé à exposer aux États-Unis, un peu partout. Au Japon, au J'ai Sud. eu beaucoup de chance parce que le hasard a fait bien les choses. Un jour, j'avais mon atelier qui était ouvert dans le Venise et il y a des Coréens qui sont passés devant, qui me disent c'est vous qui travaillez là? Non, mais ils sont rentrés, c'était ébahis, ils m'ont dit vous voulez pas faire la biennale de Corée? Je dis pourquoi pas? Et alors, je me suis retrouvée quelques mois après en Corée du Sud, en train de réaliser une énorme sculpture. J'ai eu le premier prix devant les Américains, j'étais contente. Il y avait des hommes. Et même en Corse, tu as signé prise. Et même en Corse. En Corse aussi. Mais en Corse, je crois qu'ils ont été un peu piégés par ça. Nivelles, ça leur disait rien. Et comme ils avaient une liste de gens qu'ils devaient noter, donc ils ont mis Nivelles, parce que c'était chouette. La sculpture est très belle, mais seulement, je ne pensais pas que c'était une femme qui avait fait. Et pour une fois, j'ai eu la chance de me surnommer Nivelles. Sinon, il y a plein d'anecdotes que je pourrais raconter dans la docteur, mais je préfère aller voir un coup. Je voudrais remercier M. et Mme Simonelli, qui ont été les premiers à me faire confiance à publier mon livre. livre de souvenirs, photographie d'une vie. Merci, mes amis.